Monsieur Morin, vous êtes l'un des derniers intellectuels et philosophes vivants du XXe siècle. Vous menez inlassablement un combat des idées et du savoir. Comment vous voyez le rôle de l'intellectuel contemporain dans un monde médiatique de standardisation de la pensée? Justement, c'est de lutter contre cette standardisation. Et si vous voulez, je pense que l'intellectuel est quelqu'un qui, en plus de son activité, qui peut être de philosophe, d'écrivain, d'homme de lettres en général, et qui s'adresse à l'opinion, je dirais, comme disait Nietzsche, à tous et à personne, s'adresse à l'opinion pour traiter de problèmes qui lui semblent fondamentaux, qui sont globaux, mais qui peuvent être aussi bien sur la destinée humaine, sur la politique, sur la justice, sur le droit, pour la défense d'un innocent, etc. Donc, si vous voulez, l'intellectuel, dans un monde de plus en plus spécialisé et, comme vous l'avez dit, standardisé, joue un rôle absolument nécessaire, bien que malheureusement son écoute soit réduite. Mais parfois, il arrive qu'un message d'un intellectuel puisse, de façon tout à fait inattendue, rayonner. C'est ce qui s'est passé dernièrement en France avec Stéphane Hessel, qui a publié un livre d'une vingtaine de pages, mais dont le titre est dans une petite maison d'édition, et dont le titre Indignez-vous a été comme une étincelle qui s'est répandue et qui a fait que ce livre soit vendu à 1 million d'exemplaires. Comment la technologie et l'ère cybernétique révolutionnent le monde? Pourtant, vous parlez de la réforme de la pensée. Pourquoi réforme de la pensée? Parce que ça nécessite une réforme de la connaissance. La connaissance aujourd'hui, elle est morcelée, en partie séparée, parce qu'on nous enseigne selon des disciplines qui ne communiquent pas entre elles. Or, en réalité, quand vous voyez le monde n'est pas divisé en catégories qui sont les catégories de l'université. Tout communique, tout est lié. Et la réforme de la connaissance, c'est d'une connaissance capable de saisir les liens. Et ce que j'appelle la complexité, puisque le mot complexe vient de ce qui est ici ensemble. Et je pense que nous avons besoin d'une pensée complexe parce que c'est la seule qui puisse affronter les grands défis de notre époque, qui sont globaux, qui sont fondamentaux, et où on se rend compte que, par exemple, vous parlez de la globalisation actuelle, il y a des interactions tellement intimes entre les phénomènes politiques, démographiques, économiques, sociaux, psychologiques, religieux, etc., entre toutes, et véritablement, vous ne pouvez pas mettre côte à côte les connaissances des experts. Il faut une connaissance capable de saisir l'ensemble, qui est très difficile, mais c'est le défi que nous devons affronter. Tous les médias parlent maintenant d'une révolution arabo-musulmane en Tunisie et en Égypte. Après les événements de 1968, menés par une élite intellectuelle, personne ne parle aujourd'hui d'une révolution. Alors comment vous voyez le développement de ce concept? Surtout que les peuples arabes se battent seuls sans leader en écartant ces élites. Est-ce une particularité des pays du Sud? Bon, tout d'abord, si vous voulez, il faut éviter une équivoque sur le mot révolution. Moi, j'ai critiqué la révolution avec un R majuscule, avec cette idée d'une révolution qui ferait table rase de tout passé et qui créerait un monde nouveau et qui emploierait des moyens violents et sanglants. Ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ce sont des mouvements qui ont un caractère de révolution dans un cadre national, c'est-à-dire un régime ancien est en train de disparaître et on ne sait pas quel sera le régime nouveau. Donc il y a qu'à... Mais vous remarquez que cette révolution est profondément pacifique. Alors, ce qui s'est passé dans ces pays arabes, c'est-à-dire que, comme toujours, les événements importants commencent de façon inattendue. C'est un jeune garçon qui s'est immolé dans un bled lointain de Tunisie et un mouvement s'est répandu jusqu'au Yémen. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a vu une aspiration à la liberté. Quels étaient les mots? Liberté, fraternité. Bon. Et on l'a vu, pain aussi.
et puis une réaction contre la corruption, l'excès de profit. Donc c'est une révolution qui part de principes. C'est à peu près, disons, les mêmes principes qui ont fait qu'il y a eu la prise de la Bastille en France en 89. Bon, alors en France en 89, il y a eu la prise de la Bastille et les droits de l'homme. Et puis après, il y avait la Terreur, il y a eu Thermidor, il y a eu cette chose assemblée être étouffée. Mais en réalité, elle a réapparu à plusieurs au XIXe siècle, et puis on a eu la République. Donc quelque chose, la chose qui s'est formée en 89 et a fécondé l'histoire du futur, malgré des moments où elle semblait avoir disparu. Moi je pense que ce qui est arrivé en Tunisie, puisque ça a commencé en Tunisie, est un événement irréversible. Ça pourrait être détourné, ça pourrait être étouffé, ça pourrait être même pendant un temps pas oublié. Mais c'est une lumière qui s'est allumée. Et je pense aussi, c'est une leçon, parce que pour beaucoup, notamment en Europe, on pensait que dans les pays arabes, il n'y avait pas d'autre alternative qu'une dictature policière, militaire, ou une théocratie religieuse. Et on se rend compte que tout ce mouvement-là, parti d'une jeunesse, est un mouvement d'aspiration à la liberté. Ça veut dire que, et ça m'a fait penser à ce qui s'était passé en 1989, alors que tous les observateurs de la Chine disaient que les Chinois, c'est des petites fourmis bleues qui ne veulent qu'agiter un livre rouge. Et on a vu une aspiration formidable de la jeunesse à la liberté. Bien entendu, ça a été réprimé, mais il en reste encore quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois, bien qu'ils soient tout à fait différents, ils sont comme nous, et nous sommes comme eux. Et moi, je dirais, qu'est-ce que ça nous a enseigné? Moi, vous savez, j'étais à une réunion à Paris avant de venir ici, où il y avait des Tunisiens, où il y avait des Français, où il y avait une Libanaise, où il y avait Elias Sambar, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, et un public français et parisien. Et moi j'ai dit, nous sommes comme les Arabes, et les Arabes sont comme nous, et j'ai été applaudi par tous. Ça montre qu'on est pareil, tout en ayant, bien entendu, toutes nos différences de culture, parce qu'il faut garder nos différences aussi. Mais il y a cette unité, cette aspiration qui est la même. Donc je trouve que c'est un élément extrêmement important parce que ça nous fait sortir d'une illusion savamment entretenue qui finalement elle est au profit de ces dictateurs, de ces dictatures corrompues. Et je pense qu'il y a un message de caractère universel dans ce qui s'est passé. Voilà ce que je peux dire. Après le 11 septembre et l'intervention militaire au Proche-Orient, on a vu une autre image surprenante de l'Occident, qui revient à sa guerre sainte et ses croisades. L'islam politique a trouvé sa légitimité et les forces progressistes ont reçu un grand coup. Comment vous voyez la laïcité occidentale après la montée des conservateurs partout dans le monde? L'intervention américaine en Irak, la deuxième guerre d'Irak, a imposé la démocratie, c'est montré illusoire parce que la démocratie ne s'impose pas par la violence. Et surtout que ce qui a été imposé, ça a été un pays, ça a été presque la dislocation d'un pays. Donc, si vous voulez, que l'exemple de la Tunisie, et c'est ça qui est beau, c'est un exemple qui est venu des profondeurs du pays, qui n'a été suscité par aucune intervention étrangère. Quoi qu'ait dit l'ex-président Moubarak, ce n'est pas l'étranger qui a créé les rassemblements sur la place Tahrir. Ils sont venus tout seuls. Hein. Donc, il est évident que c'est une aspiration. Seulement, le problème est ceci. C'est ça le problème des mouvements spontanés. Ils sont en eux-mêmes très beaux, ils sont pacifiques, ils sont fraternels, ce sont des moments d'extase de l'histoire. Et puis, arrive le moment où il faut s'organiser. Qu'est-ce qui s'est passé dans des pays comme la Tunisie et comme l'Égypte? Il s'est passé des pays où des forces d'opposition démocratique ont été supprimées, laminées, détruites. Et il faut que ces forces, effectivement, se reconstruisent, parce qu'à un moment donné, la spontanéité doit continuer, et cette fois dans une voie, tout est à faire. Mais moi je dis, il y aura peut-être des marches, des retours en arrière, des déviations, mais ce qui a été et fécondera le futur. Monsieur Morin, dernière question. Est-ce que vous utilisez Internet? Et c'est quoi votre rapport avec cette nouvelle technologie?
Oui, j'utilise l'Internet, pas seulement pour mes mails, mais pour m'informer, pour les bulletins d'information. Mais Internet, c'est quelque chose de polyvalent, bien entendu. C'est comme la langue, ça peut servir à tout, à faire des poèmes ou à injurier. L'Internet peut servir à des mafias, à des criminels, peut servir à tout. Et en plus, une chose qui est très utile aujourd'hui, c'est que ça sert à démocratiser la culture, parce que vous pouvez télécharger des musiques, des textes, des poésies, etc. Mais ce qui est apparu, c'est que Internet est une force libertaire formidable quand elle est au service de certains mouvements. Par exemple, en Iran, par exemple en Chine, et bien entendu en Tunisie et en Égypte, c'était des moyens de communication qui ont permis à toute cette jeunesse, à toute cette population, en temps réel, en temps immédiat, de pouvoir se mobiliser. Et quand vous voyez l'affaire de Wikileaks, qui est très intéressante, voilà des documents diplomatiques secrets qui sont révélés. Il y a des choses qu'on ne découvre pas, il y a des choses qu'on découvre, mais ce qui est très très intéressant, c'est qu'une guerre mondiale s'est livrée entre cette force qui est pour la connaissance et les États et les banques qui font tout pour étouffer la chose et qui prennent même un prétexte pour essayer d'emprisonner l'initiateur de cette initiative. Donc, actuellement, moi je pense que le caractère libertaire d'Internet est plus important que ses aspects négatifs. Parce que vous savez, quand vous avez la liberté absolue, c'était Hegel qui disait la liberté c'est aussi le crime, bien entendu. Mais ce que signifie cette liberté dans cette époque que permet Internet, c'est la connaissance, c'est la résistance, c'est l'insurrection, c'est la lutte contre les tyrannies. Merci beaucoup.